Merci beaucoup. Merci aussi pour l'organisation. Jean-Pierre Claudet et Antoine, et pour votre présence, donc, volontaire ou forcée. D'ailleurs, c'est un peu de ça qu'il s'agit aussi dans cette communication. Donc, au 16e et 17e siècle, on se trouve dans la deuxième des trois grandes périodes des pandémies causées par la bactérie qu'on appelle Yersinia pestis, donc tel que ça a été détecté à la fin du 19e siècle. Donc, et c'est donc, ce dont il s'agit pour les 16e et 17e siècle, c'est la phase de la peste noire, donc entamée en 1346 par en Asie centrale probablement, et qui va continuer jusqu'au milieu du 19e siècle. La dernière vague pandémique de peste, elle va commencer à la fin du 19e. Donc, le développement au cours du 16e siècle de cet immense empire ottoman tricontinental ne modifie pas la présence ou la circulation de la peste, durablement d'ailleurs établie en Méditerranée. Déjà son irruption au milieu du XIVe siècle, si on laisse de côté la peste dite de Justinien du 6e au 8e siècle, donc du début du 16e jusqu'au milieu du 19e siècle, donc la peste est pratiquement présente dans au moins une province, à n'importe quelle période, et donc elle va se répandre épisodiquement sur un territoire beaucoup plus vaste, voire dans l'ensemble de l'Empire, ou en tout cas dans des sous-régions. On parle alors de pandémie avec une mortalité très élevée. En gros, 3 sur 4 personnes infectées vont mourir, généralement dans la première semaine. Ce qu'il faut souligner, bien sûr, c'est qu'une grande partie des foyers et des territoires dans lesquels la contagion a lieu relève de la même entité politique, tricontinentale, donc avec tous les enjeux diplomatiques, fiscaux, démographiques et de productivité que cela présente. Et la peste affecte d'abord diverses espèces de rongeurs sauvages, donc, qui jouent un rôle décisif dans le maintien de la maladie, selon un processus où interviennent notamment leurs puces. Et donc, dans ce qu'on appelle les foyers naturels de la peste, et dans l'Empire ottoman, il y a plusieurs foyers naturels de la peste historiquement connus. Par exemple, justement, la région, le massif de l'Assir qui va du Hejaz au Yémen, donc sur la côte de la mer Rouge de la péninsule arabique. Le désert aussi de la Libye, c'est un autre foyer naturel de la peste. Et puis, disons, le Kurdistan, disons, du nord-est, vers la frontière iranienne. Et c'est à partir de ces zones que la maladie se répand, toujours parmi les rongeurs sauvages. Et donc là, l'échelle n'est pas bonne. Désolé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, oui, c'est l'image qui a. Bon, en tout cas, à travers ces zones, d'abord, que la maladie va se répandre, donc, parmi les rongeurs sauvages, ensuite, merci beaucoup, ensuite domestiques dans les villes notamment, et sur de vastes territoires, et pour une durée inégale. Là, vous avez, c'est un peu trop condensé, mais vous avez le graphique de 3 vagues chronologiques de la diffusion de la maladie. Donc, d'ailleurs, vous voyez que c'est un phénomène eurasien et transméditerranéen. Et d'ailleurs, parfois, certaines vagues épidémiques repartent dans le sens d'arrivée des précédentes vagues. Et d'ailleurs, des foyers temporaires se créent aussi dans les territoires de l'Empire ottoman, notamment du côté de l'Albanie et de l'Épire, en Moldavie, Valachie aussi, donc les côtes ouest de la mer Noire, et puis à Istanbul et en Asie mineure et en Égypte. Et donc, devenue une maladie épidémique, la peste est propagée ensuite, donc notamment par mer et par terre, principalement par les courriers, les marchands, les militaires, les nomades, les marins, les fuyards, donc bref, toutes sortes de voyageurs. Et dans ces manifestations les plus graves, la peste va perturber fortement l'économie de régions entières, donc pendant de longues semaines, des mois. Et les indices principaux de cette perturbation sont notamment les champs à l'abandon, les impôts impayés. On trouve dans les documents d'archives beaucoup de pétitions collectives communautaires
ils ont demandé des reports, des réductions ou des annulations des obligations fiscales. Les ports sont privés de navires, donc de marchandises et d'approvisionnement. Les bazars et ateliers sont désertés. Des mines restent inactives sans aucune extraction. Des créanciers ou des débiteurs sont soit morts, soit en fuite. Voilà, plus d'argent aussi qui s'arrête. Et les reprises ne sont pas nécessairement dynamiques d'ailleurs. Mais ce qui pose beaucoup de problèmes pour notamment l'économie de cet empire au XVIIIe siècle. D'ailleurs, un empire qui s'affaiblit sur différents fronts, notamment il va perdre une bonne portion de ses territoires en Europe centrale, notamment au XVIIe siècle. On commençait par la Hongrie. Et donc, c'était en fait la puissance territoriale, militaire, fiscale, jusqu'à la fin du XVIIe siècle qui compensait un peu les pertes dues donc, à ces ravages du désastre. Pour les villes principales de l'Empire ottoman, on arrive à documenter entre 40 et 70 années par siècle. Et au XVIe et XVIIe siècle, les données démographiques sont vagues dans les archives et les chiffres parfois exacts qu'on trouve dans la documentation, notamment dans les chroniques, ils sont des chiffres en fait faussement précis. C'est surtout parce qu'on avait différentes manières littéraires de dire c'est beaucoup. Par exemple, quand on a la mention dans une chronique, une phrase comme dans la ville, il y a eu 4058 morts dans la première semaine. Voilà, ça donne un faux semblant d'exactitude, alors que le chroniqueur pense juste que c'était juste impressionnant, une sorte de mortalité. Mais la mortalité extraordinaire liée à la maladie était également compensée par l'essor démographique qui a continué jusqu'aux années 1580. Ouais, le XVIe siècle, globalement, c'est un siècle de croissance et de reprise démographique ailleurs dans le monde aussi, par rapport justement à la première période hautement mortelle de la préhistoire du milieu du XIXe siècle. Et par la suite, on a un exode rural et une décroissance démographique dans beaucoup de régions, en plus des inflations et d'évaluations monétaires récurrentes en cascade jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Donc, d'après mon étude des archives administratives, des rapports arrivant des provinces ou des ordres envoyés depuis le centre au district administratif, j'arrive à distinguer certains modes opératoires dans les réponses apportées à la crise et des évolutions aussi qui découlent de ces manières de procéder. Premièrement, la raréfaction de la main-d'œuvre liée à la surmortalité et à l'exode, qui fait augmenter justement les salaires. À cause des réévaluations monétaires récurrentes, prendre en considération les salaires minimaux est bien sûr trompeur. C'est pourquoi une conversion systématique des sommes est nécessaire. Je l'ai fait en ducat vénitien, qui est une monnaie stable en gros du 15e au 18e siècle, tout en mettant en perspective donc ces salaires réels du coup par rapport à ce qu'ils permettent d'acheter justement à chaque période de l'échantillon. Et deuxièmement, donc, quand les salaires plus élevés, les déplacements de population depuis d'autres provinces ou les exonérations fiscales proposées par l'État pour que des gens s'installent, par exemple, l'extraction minière ou agricole, quand toutes ces mesures ne suffisent pas pour attirer justement un nombre suffisant de travailleurs, pour relancer la production et l'approvisionnement, on trouve le recours à l'achat massif d'esclaves comme solution préconisée. Donc, c'est un commerce lucratif et régulier, mais les irruptions épidémiques vont créer une plus forte demande, justement, pour les importations depuis certaines villes, à des périodes notamment sans conquête militaire. Et les conquêtes militaires, c'est une sorte de ressource naturelle de croissance du nombre d'esclaves. Ce qui contribue aussi à l'augmentation des prix des esclaves et l'évolution des prix d'esclaves et des routes de la traite sur 2 siècles que j'avais étudié dans mes travaux précédents et ici mise en perspective par rapport à la chronologie de l'épidémie. Pour voir justement si les pics d'importation et la hausse des prix est en adéquation avec les ravages de l'épidémie. Et donc, plongeons-nous un instant sur un document d'archives du dernier quart du XVIIe siècle. C'est celui-ci, donc je paraphrase. C'est une requête adressée par le juge de Curé, donc dans le secteur de Kastamonu ici, donc
au nord de l'Anatolie, sur les côtes de la mer Noire. Donc, c'est une requête adressée par le juge de Curé, donc Mustapha, à la porte au centre de l'Empire, de la part des gestionnaires et intendants d'une mine de cuivre dans cette région, datée du 18 juillet 1682. Elle fait état d'un niveau très rabaissé de la production en raison d'inondations et d'effondrements. De plus, elle indique que les dépenses commençaient à dépasser les revenus de la mine. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, le document nous apprend que les esclaves des gestionnaires des mines avaient tous péri pendant une épidémie de peste qui avait frappé ces mines, et il ne restait plus d'esclaves pour l'extraction, et donc les mines ne fonctionnaient plus. À la suite de ce désastre, ils avaient déjà obtenu dans un premier temps un crédit de 600 000 astres depuis Istanbul, et avec cette lettre, ils font la demande d'un budget supplémentaire de 400 000 astres, et donc somme pouvant permettre l'achat de 200 à 300 esclaves. Et le grand vizir à Istanbul, d'ailleurs, voilà, ça c'est le document de la requête du juge, et là, un mois plus tard, on a l'annotation, la réponse du grand vizir, donc, du ministre du gouvernement impérial. Donc, le grand vizir à Istanbul approuve cette demande, et donc, en précisant que la somme de 400 000 astres était accordée à condition d'être prélevée par la suite sur le cuivre qui allait être extrait de ces mines et vendu ensuite sur le marché. Sachant que la poursuite de l'extraction était importante pour deux raisons d'approvisionnement principales. C'est la frappe de la monnaie, il y a un alliage de cuivre avec l'argent, et puis l'armement, c'est l'équipement militaire. Il faut entretenir sans aucune interruption. Un autre cas de figure qu'on trouve, c'est la mobilisation à titre exceptionnel d'esclaves affranchis, plutôt de personnes libres, du coup, lorsque ceux-ci étaient donc suffisamment spécialisés pour prendre la relève de leurs anciens propriétaires morts de la peste, ce qui pose d'ailleurs la question de la mortalité en fonction du rang de la classe sociale. Et les droits et devoirs des affranchis sont très précisément réglementés dans un cadre strictement personnel, avec leurs anciens propriétaires devenus patrons, du moins en théorie, parce que dans ces circonstances extrêmes, avec l'intervention de l'État surtout, on constate cette ingérence bureaucratique qui crée des obligations inédites et inconnues jusque-là pour les affranchis, donc qui ne devraient pas être redevables normalement. Mais c'est possible quand la bureaucratie, notamment, dispose de registres récents qui énumèrent les affranchis, et elle en fait usage pour déployer des renforts démographiques, fiscaux, aussi et militaires. Donc, le fait de classer, enregistrer et catégoriser devient un mode de domination efficient si les bureaucrates savent se servir des archives, et ils savent bel et bien se servir des archives, notamment, par exemple, quand on observe la manière dont l'État a mobilisé épisodiquement, par exemple, des populations tziganes qui étaient déjà enregistrées dans des registres de recensement avec précision à travers un statut fiscal spécial qui n'était ni celui des musulmans ni celui des non-musulmans. Et pour notamment les populations tziganes de différentes villes et régions donc, sont épisodiquement mobilisées pour enterrer en masse les morts de la peste. Et il y a beaucoup d'indices, notamment dans les années 1570-80. Donc, c'est un travail risqué, ingrat, incombant donc, à des individus en bas de l'échelle sociale. Et car les tziganes ottomans ne sont pas ordinairement associés à une spécialisation professionnelle, par exemple, en matière de pompes funèbres, mais plutôt au métier de forgeron, de chiromancie ou de spectacle également. Mais d'ailleurs, voilà, là, je termine avec une citation, puisque le point de départ aussi de notre collectif et de cette édition donc, était plutôt contemporain. C'est un document publié par le préfet de Seine-et-Marne à Melun le 30 mars 2020, intitulé Main-d'œuvre saisonnière, les réfugiés en renfort, point d'exclamation. Et je cite juste la première phrase. Face aux difficultés de recrutement rencontrées par la profession agricole et pour répondre aux besoins en main-d'œuvre exprimés, le préfet de Seine-et-Marne
mobilise les réfugiés. Donc, en changeant les noms de lieux et la date, on aurait très bien pu avoir affaire à un gouverneur ottoman intervenant pour gérer lui aussi du matériau humain. Merci beaucoup. Donc, merci d'être venu et merci aux organisateurs et à la Fondation pour nous donner l'occasion de parler donc des origines de la quarantaine. Donc, je vais parler en 15 minutes, comme il se doit. La quarantaine, donc, vous savez à peu près ce que c'est. Enfin, c'est l'idée que les voyageurs qui se rendent dans un endroit, ça peut être un pays, une ville, peu importe, doivent passer dans un sas où ils doivent attendre un certain nombre de jours, 40, dans le monde de la quarantaine, avant de pouvoir entrer dans le pays. Et je précise cela parce qu'on confond souvent la quarantaine avec le confinement ou avec d'autres mesures sanitaires, l'isolement des malades, par exemple. Il s'agit bien des voyageurs qui sont potentiellement sains ou potentiellement malades, dont on ne le sait pas. Et donc, j'ai mis ces deux images, le Lazzaretto Nuovo de Venise, qui est un des premiers disons, conservé jusqu'à aujourd'hui, donc une île sur laquelle, en temps de peste, en temps de pandémie, en temps de maladie, les voyageurs devaient passer 40 jours. Et donc, une technique existe toujours aujourd'hui. Et j'ai mis donc cette image dans janvier dernier, où en Chine, on construisait un centre de quarantaine pour les voyageurs rentrant dans le pays. Et en Chine, actuellement, il y a toujours cette quarantaine qui est organisée. Alors, l'origine, dans la chronologie de la quarantaine, la première quarantaine, la date est bien déterminée maintenant. En fait, ce n'est pas si controversé que ça. Je dirais le contraire. C'est à Dubrovnik, donc Raguse, le nom de l'époque est Raguse, qu'en 1377, pour la première fois, a été mis en place un système équivalent. La controverse porte en fait surtout sur ce que c'est que la quarantaine. Il y a eu des mesures qui ont été prises avant cette quarantaine, d'autres après, mais c'était des cordons sanitaires, c'était des isolements des malades. Ce n'est pas la quarantaine stricto sensu. Alors, je vous ai mis le texte, ici vous avez le livre vert de Venise qui a réuni les délibérations du conseil de la ville. Je vais le lire rapidement pour que vous voyez comment on sait que c'est là que ça a été inventé. La même année 1377, le 27 juillet, dans le conseil majeur, rassemblé selon la coutume et où furent présents 47 conseillers, fut décidé et établi par 34 d'entre eux que nos citoyens, comme les étrangers venant de lieux infestés par la peste, ne pourraient être acceptés dans Raguse ni dans son territoire, à moins qu'ils ne restent auparavant, ou bien dans l'île de Mocal, c'est-à-dire de Saint-Marc, ou bien dans la ville de Kaftat, un peu plus loin au sud de Dubrovnik, pendant 1 mois à fin de purgation. De même, 44 donc il ne s'agit pas de malades, il s'agit de tous les voyageurs. De même, 44 conseillers, un peu plus, ont décidé que personne de Raguse ne devra oser ou tenter d'aller voir ceux qui viennent des lieux infestés par la peste et se trouvent dans l'île de Cannes ou dans la ville de Kaftat, sous peine d'être consignés à cet endroit pendant 1 mois. Donc, voilà. La première quarantaine, il faut noter que ce n'est pas 40 jours, c'est 30 jours, enfin 1 mois. Et je reviendrai sur cette durée après. Donc, il n'y a plus vraiment de doute, ça a été établi par Mirko Grmek il y a déjà maintenant plusieurs décennies, que c'est la première quarantaine. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comprendre pourquoi on a fait ça, pourquoi en 1377, c'est-à-dire bien après la première peste, 1348, pourquoi à Dubrovnik, et pourquoi la durée d'1 mois. Voilà. C'est question de qu'est-ce qui fait, pourquoi, comment et par qui se décide une politique sanitaire, et cette politique un peu emblématique de la lutte contre l'épidémie, qui est la quarantaine. Question qui m'intéresse parce que il y a deux visions extrêmes qui s'opposent. La première, celle qui met en avant le rôle du politique et qui va dire ce sont les hommes politiques qui, dans leur sagesse, dans leur clairvoyance, décident ce qui est bon. De l'autre, une vision qui dit c'est la dictature des médecins, ce sont les médecins qui imposent des mesures excessives et évidemment une des
critique sur la quarantaine, et que 40 jours paraît beaucoup trop long. Alors pour le Moyen-Âge, c'est plutôt la première des critiques qui ressort souvent, hein, la première des positions de dire que ce sont les hommes politiques qui ont pris ces décisions malgré des communes, des savants. Alors, je vais donc rapidement, je vais aller vite hein, pour ne pas dépasser le temps, évoquer 3 mythes qui sont autour de cette naissance de la quarantaine. Premier mythe, l'idée que les médecins du temps, qui avaient les yeux rivés sur leurs livres datant de périodes anciennes, antiquités, etc., ne connaissaient pas la contagion et donc étaient incapables de penser quelque chose comme la quarantaine. Et seuls les gouvernants qui, eux, avaient les yeux ouverts sur la société, ont compris qu'il fallait faire quelque chose pour isoler les malades. Ça, c'est vraiment un mythe très répandu qu'on entend encore extrêmement souvent, y compris de la part de spécialistes. Deuxième mythe, la réponse des médecins fut, la seule réponse des décès, ou de prier Dieu, ou de s'enfuir. Et il a fallu attendre des décennies, donc 1377, on l'a vu, pour que des vraies mesures sanitaires soient prises, et toujours seulement à l'initiative des pouvoirs. Troisième mythe, cette durée de 40 jours, qui est totalement excessive. Je vous rappelle que la peste, c'est 7 jours d'incubation au maximum. Il n'y a pas de maladie, en réalité, qui ait une durée d'incubation aussi longue que 40 jours. Le maximum diffuse exanthémique, c'est 14 jours. Voilà. On va attendre 20 jours, mais rarement plus. Donc ça illustre précisément l'absence de réflexion savante, scientifique, dans le choix des lieux. Alors, rapidement sur ces 3 mythes. Le premier mythe, dont j'ai cité à chaque fois, mais je ne vais pas le lire, des historiens, hein, des gens, ce n'est pas des historiens spécialistes du domaine qui continuent continuer à mettre en avant ces mythes. Le premier, c'est l'idée que les médecins ne connaissaient pas la contagion. J'ai mis en gras le passage. Hein. La plupart des Italiens du Nord, dont il s'agit dans cet article, Florence, ne croyaient pas à la contagion de la peste. Et je vous ai mis l'image de John Gallotto Visconti, parce que c'est lui qui, en 1400, aurait enfin compris que la peste était contagieuse, alors que les médecins, depuis 50 ans, n'étaient pas capables de le comprendre. Évidemment, c'est totalement faux. Je vous ai mis, alors je vais surtout m'appuyer sur un texte, le canon de la médecine d'Avicenne. Pourquoi? Parce que c'était l'ouvrage de base de l'enseignement de la médecine. C'est un peu le manuel que tous les médecins, en tout cas en Italie, mais même dans le reste de l'Europe, du XIVe siècle jusqu'au XVIIe siècle, on lisait ça, début à la fin, et c'était vraiment le manuel de base, les professeurs le commentaient, l'expliquaient. Donc tous les médecins enseignants fait l'université ont lu ce livre. Donc, un peu la culture commune des médecins. Or, que dit Avicenne au premier livre du canon de la médecine? Il dit il y a des maladies qui vont de l'un à l'autre, comme la lèpre, la gale, la variole, la fièvre pestilentielle, les tumeurs putrides, particulièrement quand les maisons sont fermées et même quand le voisin est sous le vent. Donc, sous-entendu, on a beaucoup ri de ce genre de choses, mais en réalité, maintenant, avec la contamination par aérosol, on se rend compte que ce n'est pas du tout débile. Si vous êtes enfermé dans une maison avec plein de gens, il y a plus de chances que vous attrapiez des maladies contagieuses. Et quand il y a du vent, voilà, la circulation de l'air contribue. J'ai mis, pour vous donner un exemple du fait que c'est bien connu de la part des médecins à l'époque, un conseil anonyme pour éviter la peste autour de 1400, attribué à Apollinaire, mais en réalité anonyme. Voilà ce qu'il dit. Parmi les choses qui s'approchent du corps humain, aucune ne le modifie aussi fortement que l'air, qui parvient avec toutes ses qualités par la bouche et les narines jusqu'aux artères et au cœur. Parce que évidemment, ça rentre dans votre corps. Il faut donc absolument fuir l'air pestilentiel. C'est bien par l'air qu'il se contamine, mais l'air, il vient d'où? On nous dit, pour qu'il ne puisse pas donc entraîner cette luminosité, en le fuyant d'homme à homme. Donc, bien d'un homme à un homme que ça peut se transmettre, ou d'une maison à une maison, de quartier en quartier, de cité en cité. Donc, ce n'est pas une contagion nécessairement individuelle, elle peut être collective, et n'empêche que c'est quand même une contagion. C'est en effet une règle commune à chaque peste, donc ça c'est ce passage très connu. Pars vite, loin et reviens tard. C'est beaucoup. Évidemment, il faut fuir, mais il y a une raison pour laquelle il faut fuir. Et le confinement, finalement, c'est la même chose à une échelle individuelle. Donc voilà pour ce premier mythe, on peut écarter. Deuxième mythe, le mythe que les médecins étaient loin de la décision politique. Alors même le très grand historien de la médecine, Mirko Guermec, auquel j'ai une profonde admiration, découvreur de la quarantaine de Dubrovnik, parfois tend à dire que c'est seulement à l'époque moderne, au XVIe siècle, que les médecins vont rentrer dans la décision politique. Et donc, il le dit dans cet article sur la quarantaine, que c'est seulement au XVIe siècle et que c'est plutôt contre l'avis des médecins que
sur leur recommandation, que se généralise ce système de la quarantaine. J'ai mis à côté, promener dans ces régions-là, l'île de Cannes, qui est au nord, où étaient isolés les malades près de Libreville. Il y a des ici, vous voyez, qui est passé vos vacances avec grand plaisir. Plus de maladies sur place. Alors, ça aussi, c'est un mythe. Pourquoi c'est un mythe? Je ne vais ne prendre qu'un seul texte, mais je pourrais en prendre vraiment beaucoup. Et un peu, ma méthode de travail consiste précisément à regarder ce que disent les médecins de l'époque. Qu'est-ce qu'ils disent? Et est-ce que vraiment ils sont totalement déconnectés de la décision politique? Et quand on regarde leurs traités, il y a des centaines de traités sur la peste qui sont écrits par les médecins à l'époque, on voit qu'ils ont conscience des enjeux politiques et des enjeux de la décision politique. Ici, donc, Girolamo Manfredi, qui est un médecin de Bologne, professeur à l'université, qui écrit un traité de la peste en 1479, donc avant le XVIe siècle. Voilà ce qu'il dit. Il s'adresse à un lecteur, qui peut être un prince, mais n'importe quoi. Si tu veux défendre une cité ou un lieu de contagion de la peste, donc a contagione pestis, donc là, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas la contagion, il convient d'abord que tu ne permettes à personne d'entrer dans cette cité ou ce lieu. Voilà une proposition de décision. Deuxième règle, ceux qui sont infectés par la peste doivent être envoyés dans un lieu choisi, éloigné et séparé, ouvert du côté qui n'est pas tourné vers la cité, pour cette idée qui pourrait contaminer, fermé du côté qui tourné vers la cité, afin que les vapeurs infectées et vénéneuses ne soient pas portées vers la ville par le souffle du vent. Quatrième règle, pour les nobles qui ne veulent pas être emmenés en ces lieux, ont conscience des enjeux politiques et sociaux, c'est évidemment les personnes un peu de qualité ne veulent pas du tout se retrouver avec d'autres pestiférés dans des endroits qui ne sont pas conformes à leur statut, qui sont enfermés dans leur maison jusqu'à 40 jours. On voit cette durée de 40 jours déjà, donc on va parler après, et l'enfermement individuel, pour le coup, pour les personnes qui méritent. Donc voilà, vous voyez bien qu'on a conscience de tous les enjeux politiques dans ce traité qui est pourtant un traité savant. Et un autre traité, très rapidement, pour vous montrer que quand les médecins ne sont pas favorables à certaines décisions politiques, ce n'est pas par ignorance, c'est pour parfois d'autres raisons. Et ici, on a Niccolò Falcucci, un autre professeur de Florence, dans son traité sur les discours médicaux, comment se protéger de la peste. Voilà ce qu'il dit. La seconde règle est que ceux qui se trouvent dans un air sain ne doivent pas se rendre dans un lieu où l'air est infecté. Certains disent même, c'est d'ailleurs ce que dit Manfredi juste avant, qu'on ne doit pas permettre aux hommes arrivant de lieux infectés de venir s'installer dans des lieux sains, ni même de les traverser. Mais cela, bien que ce soit justifié médicalement, je ne crois pas que ce soit agréable à Dieu. Oui, parce que si vous dites aux gens qui sont dans des zones où il y a de la peste, fuyez, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et donc, si vous leur interdisez de venir dans les autres lieux, c'est horrible pour eux. C'est-à-dire qu'eux sont obligés de rester dans un endroit où ils vont être contaminés et mourir. Donc voilà, c'est la charité chrétienne ici qui l'interdit, selon lui en tout cas, de prendre ce genre de décision de fermeture. Il dit c'est justifié médicalement. Mais doit-on faire ça? Vous voyez bien que les enjeux ne sont pas, pour les médecins, uniquement des règles médicales à suivre obligatoirement. Alors finissons par, troisième et dernier mythe, la question de la durée de 40 jours, sur laquelle du coup j'ai travaillé, je développerai un peu plus dans mon article. Bon, j'ai mis cet article du 19e siècle qui dit que c'est des raisons religieuses, spirituelles, symboliques, et c'est souvent ce qui est répété par les historiens. En réalité, je pense avoir trouvé une raison scientifique à cette durée de 40 jours, qui, je vous rappelle, est excessive au point de vue de la science actuelle. La différence entre maladie aiguë et chronique. Toujours, si on se réfère à Avicenne, il distingue deux types de maladies. J'ai mis un traité antique sur cette question. Une maladie brève, qui se termine par une crise rapide et du coup, qui aboutit ou à la guérison ou à la mort. La peste en est une maladie aiguë. La grippe, beaucoup de maladies sont aiguës, c'est-à-dire vous êtes attrapé brutalement. Au bout de quelques jours, 1 ou 2 semaines, vous avez une crise et après vous guérissez. Du coup, vous mourrez. Et puis il y a la maladie longue, chronique, qui ne guérit pas rapidement, ne perturbe pas le corps avec rapidité et elle tue par dépérissement, ici hémorragie, amaigrissement, donc c'est sur la durée. Parfois elle ne vous tue pas, elle vous accompagne jusqu'à votre mort. Et que nous dit Avicenne dans le canon? Eh bien, il dit, pour distinguer les deux, on peut utiliser un critère de durée. Et les crises des maladies aiguës arrivent au 7e jour, au 14e, parfois au 20e, chronologie comme ça, jusqu'au 40e jour. Ensuite, après cela, s'il y a une crise, ce sont uniquement des crises pour des maladies chroniques. Donc, au-delà de 40 jours, on est dans une maladie chronique.
Et il précise même que si on voit une maladie aiguë qui devient forte à la fin, eh bien, elle se transforme en maladie chronique. Bon, j'ai pris le passage du canon où il explique comment ça se produit. Hein. La crise, elle évacue la maladie de votre corps physiquement, sauf que quand elle n'est pas suffisante, elle l'évacue vers les extrémités et elle provoque des rhumatismes, par exemple. Elle provoque des tumeurs, hein, des gonflements dans le corps, et donc des maladies chroniques. Et c'est ce que dit sur ce passage de Rotti, italien, hein, de la fin du XIIIe siècle. Les crises de permutation se changent en apostules, c'est-à-dire tumeurs, abcès, paralysie, apoplexie, arthrite et d'autres maladies. Donc pourquoi 40 jours? Pourquoi les médecins insistent sur ça? C'est parce que, pour eux, au bout de 40 jours, on n'est plus dans une maladie aiguë, c'est nécessairement transformé en maladie chronique. Et donc, ça n'est plus contagieux de leur point de vue. Donc voilà une explication scientifique. Évidemment, elle est fausse de notre point de vue à nous, mais elle est vraie du point de vue de la science. Et donc, même si on n'a pas de texte qui nous montre qu'il y a eu des débats entre médecins et savants, puisque c'était à l'oral, eh bien, il y avait tout ce qu'il fallait pour construire un système de quarantaine. Et donc, je termine vraiment en insistant donc sur le fait que, quand on étudie historiquement la décision politique, il faut évidemment regarder un contexte plus large que simplement ce que disent les gouvernants eux-mêmes de leur prise de décision, qui vont avoir tendance à mettre en avant leur sagesse, leur décision. Et je veux vraiment insister, vraiment, là je m'arrête sur un dernier point qui pour moi est très important. Vous n'avez pas manqué de noter que Raguse, Dubrovnik, est une république. Hein, il y a un vote de la part des conseillers, et d'ailleurs qui n'est pas majoritaire, hein, enfin majoritaire mais pas écrasant, un tiers des conseillers ont été contre la décision de la quarantaine. Or, c'est bien là que la première quarantaine a été mise en œuvre. Et donc, ça peut être une petite leçon contre toutes les idées qui sont advenues de dire que seuls les pouvoirs autocratiques très puissants, très forts, pouvaient prendre des décisions aussi brutales et dures. C'est tout à fait, à mon avis, l'inverse. Et je pense que c'est une leçon pour d'autres problèmes de crise, notamment les crises environnementales, où on entend souvent dire seul pouvoir autoritaire pourra prendre les mesures nécessaires. On a la preuve que c'est pas vrai. Merci.